Et on va enchaîner vers notre deuxième discussion. Et comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, c'est d'essayer d'avoir un retour d'expérience face aux différentes incertitudes qui sont liées au séisme. Et je vais vous demander d'accueillir Sibech El Baddou, qui est directeur général de Cat Assurance et Réassurance, qui est le vice-président délégué de la Fédération marocaine des assurances. Sibech, venez à côté de moi, dans l'ordre. On va ramener une autre chaise qui est en train d'arriver. Je vous demande d'accueillir Monsieur Nicolas Moignier, qui est directeur régional et International Product and Practices à Gallagher Re, que vous pouvez applaudir. Monsieur Andreas Pohlmann, responsable des activités de réassurance non-vie, Moyen-Orient et Afrique du Nord à Munich Re. Et c'est Abdullah Nassif, gouverneur chargé de la gestion des risques au ministère de l'Intérieur. Voilà, je vous laisse prendre place. Vous avez tous des micros. Bienvenue à vous. On va revenir sur... Alors nous, comme je l'ai dit en introduction, on a été touchés dans notre chair. Sibech, c'est Abdullah, ici au Maroc le 8 septembre dernier. On l'a tous vécu et nécessairement, une fois l'émotion qui est encore vive, mais bien sûr qui s'atténue, on vient sur le côté pragmatique et la manière avec laquelle on gère les conséquences. Les séismes ont cette caractéristique qui... Leurs prédictions sont basées sur des zones sismiques. On annonce aujourd'hui les séismes de manière... Allez, on a un timing qui est assez serré. Et donc, on est, au même titre que les changements climatiques, liés aux différents concepts d'adaptation, d'atténuation et de prévention autant que faire se peut dans des, on va dire, des considérations qui sont différentes pour chacun des cas. On va avoir un retour d'expérience à vos différents niveaux, mais c'est Abdullah, je vais commencer par vous pour vous poser une question aussi très simple, c'est est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le Maroc est un pays qui offre le flanc aujourd'hui de manière extrêmement documentée aux catastrophes naturelles? Merci beaucoup pour m'avoir donné l'occasion de participer avec vous. Donc, effectivement, le Maroc, de par sa position géographique, sa formation géologique, il est exposé aux événements extrêmes d'une façon générale, mais aussi aux catastrophes naturelles. Bien sûr, avec le changement climatique, où sincèrement, aujourd'hui, la question de changement climatique, elle est même dépassée aujourd'hui. Parce que le changement, par définition, c'est le passage d'un état à un autre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas qu'on était à une situation et on est passé à une autre. Mais c'est un dérèglement climatique. Aujourd'hui, les experts, aussi bien au niveau du GIEC ou aussi au niveau universitaire, ils parlent d'un dérèglement. Et d'ailleurs, c'est ce que vous pouvez voir. Là, même dans un seul pays, vous pouvez avoir des zones qui sont exposées à des inondations et d'autres à des sécheresses. Et le long de l'année, ça peut changer aussi. Et par conséquent, c'est un dérèglement climatique. Le Maroc, bien sûr, il est exposé et il est vulnérable. Il est vulnérable, ça dépend des types de risques. Si vous prenez par exemple le risque de tsunami, le Maroc, il est vulnérable. C'est un risque qui est sérieux, qui doit être pris en considération. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur ça. On est en train de lancer des études pour voir cette cartographie de risque. L'histoire, elle est là, 1755. Et suite au tremblement de terre de Lisbonne, le Maroc a été touché par un tsunami qui a touché plusieurs zones, notamment au niveau de l'Arrache, Salé, Safi, avec même des traces qui restent, Rabat, des traces qui restent jusque-là. Et par conséquent, donc, on est aussi vulnérable à un certain nombre de risques et d'événements extrêmes. Et le séisme de Haouz, ça a montré quand même cette vulnérabilité parce qu'il a touché une zone qui n'était pas, disons, connue avec un niveau
de risques élevés. Ce n'est pas le cas si on parle de la zone du Rif, du Nord, etc., où le risque, il est avec les failles qui existent, avec leur activité, etc. C'est un niveau important. Donc voilà, il est exposé, il va rester exposé, mais notre travail, bien sûr, c'est de travailler sur l'anticipation. Alors justement, ça c'est ma question. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui chez nous? Quelle politique on a adoptée? Parce que la prise de conscience, elle date pas d'hier, mais il y a, on va dire, une accélération avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce qu'on a vécu. Donc quelle politique on adopte aujourd'hui au Maroc? Donc au niveau du Maroc, suite au séisme de l'Hoceima en 2004, et sur instruction royale, d'ailleurs le discours royal d'El Mars 2004, les filles et Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, il a parlé d'une façon franche avec le peuple marocain pour leur dire qu'à cette date-là, le Maroc n'était pas bien préparé à ce genre d'événements, à ce genre de situation. Donc à partir de là, on a commencé à travailler et on a mis en place un certain nombre de projets, en commençant par un programme intégré de gestion de risques. L'objectif principal, c'est de passer de la gestion de crise, qui est une anticipation aux événements, à une gestion de risque qui est une anticipation. Et à partir de là, on a travaillé sur un certain nombre d'axes importants. Le premier, c'est l'axe institutionnel. C'est pour tout ce qui est gouvernance. C'est à partir de là qu'on a pu mettre en place une stratégie nationale de gestion de risque avec, naturel bien sûr, avec des plans d'action de mise en œuvre. On a créé une instance pour la coordination et le pilotage de la gestion de risque au niveau national, parce qu'auparavant, chacun travaillait bien sûr tout seul dans la gestion de risque. Il n'y avait pas cette coordination et cet échange d'expérience et d'expertise en la matière. Donc il avait la création de la direction de la gestion des risques qui était installée au ministère de l'Intérieur. Et on a mis en place un certain nombre aussi d'actions qui sont de nature à renforcer cette anticipation. On a travaillé aussi sur la prévention. La prévention, c'est très important, et il y avait la création du Fonds de lutte contre les catastrophes naturelles. À partir de 2014, il a été créé en 2009. Au départ, il était orienté vers tout ce qui est relèvement et reconstruction. Mais à partir de 2014-2015, on est passé à l'investissement sur la prévention. Et entre 2015 et aujourd'hui, on a pu cofinancer à travers le territoire national presque 300 projets qui ont coûté un investissement de plus de 4,5 milliards de dirhams. Et le fonds, il a contribué avec un tiers. Bien sûr, le reste, il a été, c'est-à-dire les autres qui ont participé aussi, les départements ministériels, les collectivités territoriales, les entreprises et les établissements publics. Et à partir de là, les projets de protection et prévention, aujourd'hui, ils sont en exécution et on voit leur importance et leur efficacité. Un certain nombre d'événements extrêmes tels que les inondations, parce que le premier risque, si on peut dire au niveau national, c'est le risque d'inondation. Et avec ces projets-là, maintenant, on a pu même éviter beaucoup de crues et d'inondations à ce titre-là. En plus de ça, et vu quand même que le risque zéro n'existe pas, donc le Maroc, bien sûr, et avec l'aide, donc avec tous les départements concernés, avec aussi la Fédération marocaine des assurances, donc le Maroc, il a mis en place un système de couverture contre les événements catastrophiques et la création du fonds de solidarité. Donc tous les gens qui disposent d'une assurance, ils sont pris en charge contre les événements catastrophiques par les assurances, et les gens qui ne disposent pas d'assurance, qu'ils soient d'ailleurs, il suffit d'être sur le territoire national, qu'ils soient des Marocains ou non, même des touristes.
si leur résidence principale ou s'ils ont des dégâts corporels, ils sont pris en charge par le Fonds de solidarité si jamais ils ne disposent pas de contrat d'assurance. Donc voilà, il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours et tout cela est pris en charge par cette stratégie et cette stratégie nationale et ces plans de mise en œuvre. Donc, si vous voulez qu'on revienne quand même le séisme... Alors, on y reviendra. Je vais déjà poser la... Merci beaucoup, merci de nous avoir fait ce panorama et de savoir comment, justement, tous les risques sont couverts au niveau national, au niveau du Royaume. Si Béchir, du point de vue du secteur des assurances, justement, comment est-ce que le secteur s'est structuré, justement, pour faire face à ce type de risque aujourd'hui ? Merci, Faisal. Écoute, la première chose qui est importante, on a dit beaucoup de choses depuis ce matin, nous au niveau du secteur marocain de l'assurance, par rapport à tout ce qui a été dit, l'une des exigences que nous avons rajoutées dans les discussions et les échanges qu'on a eus avec les pouvoirs publics avant de mettre en place ce dispositif, la première chose, c'est le caractère obligatoire. C'est de dire que pour mettre en place ce type de couverture, il faut qu'il y ait un caractère obligatoire parce que nous ne sommes pas dans un pays de tradition assurance. Et si on disait ou on imposait aux populations et aux entreprises de s'assurer, on savait qu'on n'aurait pas pu avoir un taux de pénétration important. Deuxième chose, comment contrôler l'obligation d'assurance? Ça, c'est un retour d'expérience important au Maroc. Quand vous assurez votre voiture, comment on contrôle? Si vous êtes arrêté par un agent de la circulation, il va contrôler si vous êtes assuré ou pas. Et donc, la peur d'être contrôlé par un policier ou un gendarme fait que tout le monde s'assure. Alors, on a trouvé le moyen de faire en sorte à ce que tout le monde s'assure, c'est en mettant cette garantie comme étant une garantie additive de manière obligatoire dans tous les contrats d'assurance dommage. Pour faire simple, aujourd'hui, quand vous vous assurez au Maroc, quel que soit le type de contrat d'assurance dommage ou de responsabilité, exemple type, contrat de responsabilité, une RC automobile, il y a une inclusion automatique de cette couverture. Alors, avec les pouvoirs publics, on a eu cette idée. Après, on s'est dit, très bien, j'ai mis une couverture sur la RC obligatoire automobile. Qu'est-ce qu'elle couvre? Elle ne couvre pas que l'automobile. L'automobile est couverte, mais on va aller couvrir tous les membres de la famille du propriétaire du véhicule, enfin les membres de la famille, le propriétaire, son conjoint et ses descendants, donc ses enfants, en cas de dégâts corporels. Et ça, c'est un élément extrêmement important aujourd'hui quand on a un sinistre du type du tremblement de terre qu'on a eu au niveau de l'Haouz, les personnes qui ont un véhicule. Alors un véhicule, ça démarre au cyclomoteur. Dès que j'ai une assurance cyclomoteur, automobile et autres, je dispose d'une couverture. Si par malheur, quelqu'un venait à décéder ou à être blessé, il est valablement couvert. Après, mon logement, il est couvert. Typiquement, si j'ai une multirisque habitation, mon logement est couvert. Donc, on a réussi, dans les discussions qu'on a eues avec les pouvoirs publics, on a pris vraiment beaucoup de temps pour structurer la couverture au Maroc, il faut le savoir. Et c'est un peu le retour d'expérience qu'on essaie de partager avec des confrères, qui soient africains, arabes, européens ou asiatiques, c'est de dire il faut vraiment prendre le temps avant de construire un dispositif qui tient la route. On a été aussi accompagné dans les réflexions par des courtiers en réassurance. J'en ai un à côté de moi que je connais un peu, qui a beaucoup participé à nos discussions. À des réassureurs, j'en ai un aussi ici présent qui nous a beaucoup accompagnés dans les réflexions. Il faut prendre le temps de maturer le sujet avec quelques éléments essentiels. 1, couverture obligatoire pour avoir le grand nombre. 2, contrôler l'obligation d'assurance. 3, fixer des limitations. On ne peut pas rêver en couleur de dire quelqu'un qui habite dans telle région, je ne citerai pas des quartiers en faille dont la maison est détruite et elle vaut 60 millions de dirhams, on va l'indemniser à hauteur de ces 60 millions de dirhams. Donc, ça vaut ça enfin ça peut valoir ça peut aller au-delà et ça peut être en deçà, mais bien entendu il y a des bâtiments, il y a des bâtiments emblématiques à Casablanca, à Rabat et ailleurs qui coûtent très très cher, en centaines de millions de dirhams, et sur lesquels il est entendu qu'il y a des limitations de garantie. Après, les garanties facultatives, les entreprises sont libres d'aller chercher du facultatif. Donc, un retour d'expérience pour nous, très important. 1, ça doit être des couvertures obligatoires. 2, il faut qu'on soit en position de contrôler l'obligation d'assurance. 3, des limitations. Alors, une dernière chose, si tu permets, le secteur doit s'organiser de sorte à structurer la couverture dans une sorte de pool
et c'est pour ça que je suis assis ici. Je prends la parole en tant que vice-président délégué de la fédération, mais aussi de ce pool qui est centralisé dans une compagnie de réassurance qui s'appelle la CAT. Et donc, le secteur de l'assurance commercialise la garantie. La garantie, les risques sont cédés à la CAT. La CAT les prend dans une mécanique de réassurance. Les compagnies gardent vraiment une toute petite partie du risque. Et on a négocié avec les pouvoirs publics de centraliser l'engagement du secteur marocain de l'assurance. Ça a été un élément important de négociation, de dire, écoutez, vous dites que vous êtes un secteur solide, solvable, qui a des fonds propres solides, on veut que vous gardiez une partie du risque. Il n'est pas question de faire du fronting et de tout renvoyer à la réassurance internationale. Donc la CAT centralise la rétention du marché marocain de la réassurance de manière assez importante. Elle va ensuite vers la SCR, qui est le réassureur national, qui lui aussi prend sur sa propre capacité une certaine rétention. Et avec la SCR, on va sur le marché international de la réassurance pour placer le risque. On a eu un sinistre, grâce à Dieu, malheureusement pour les populations rurales et ceux qui vivent en montagne, ça a touché ce type de région. Marrakech, touché quand même. On a eu quelques 4000 logements indemnisés. On a indemnisé en fait globalement quelques 8000 unités assurées à Marrakech. Très peu de corporels, mais si le sinistre avait frappé Marrakech de manière violente, l'assurance aurait été là pour indemniser les personnes. Alors justement, Nicolas André, je vais vous donner la parole dans quelques instants. Je voulais juste finir sur l'exemple justement du séisme House. Alors Bachir, ensuite c'est Abdallah. On l'a vu, hein, bon, nous Marocains, on a vu comment la société, les entreprises, le secteur privé, le secteur public, les autorités, que ce soit l'armée, que ce soit la sûreté nationale, que ce soit l'ensemble des secteurs sont intervenus d'une manière absolument exemplaire au lendemain du séisme qui était extrêmement compliqué pour répondre à la simplification de certains médias étrangers qui ont essayé de nous faire croire. Non, mais je reviens dessus parce que moi, en tant que journaliste, ça m'a touché, donc nécessairement, je me permets de le rappeler. Mais au niveau du secteur des assurances, comment, justement, vous vous êtes organisé au lendemain du séisme, qui était quand même... Alors, le séisme n'était pas inédit, on a connu le Hoceima, mais... au niveau de l'House, on a eu cette espèce de choc tous ensemble. Comment le secteur des assurances est organisé ? Bah écoute, le sinistre a eu lieu à 11h. Je pense qu'à 11h05, j'ai eu mon ami Sinajam ici présent, qui est directeur général adjoint à la CAT et qui m'accompagne dans cette aventure avec toute l'équipe. 11h30, je crois que j'ai eu mon ami le gouverneur, M. Nassif, pour qu'on comprenne un peu ce qui venait de se passer, l'ampleur des dégâts. On a tout de suite organisé un comité de crise le lendemain matin à la CAT, donc où toute l'équipe de la CAT s'est réunie. L'après-midi même, on a réuni tout le secteur de l'assurance en visioconférence pour commencer à nous organiser, à nous structurer. On ne connaissait pas encore l'ampleur des dégâts, ni qu'est-ce qui a été touché, ni quel serait notre engagement, mais on avait à cœur de jouer notre rôle, de montrer que nous sommes un secteur responsable. C'est incroyable, tu le croirais pas, l'été qui a précédé septembre 2023. Donc, juillet 2023, nous avons testé une plateforme que nous avions mise en place et que nous avons développée pour gérer un sinistre de type événement catastrophique, de type tremblement de terre. Et on disait avec l'équipe, peut-être que cette plateforme, on n'y touchera jamais. Hein. Peut-être que le prochain sinistre arrivera dans 40 ans, 50 ans, on ne sera même plus là. Et heureusement, fort heureusement, la plateforme avait été testée par les entreprises d'assurance, avec les entreprises d'assurance et la CAT comme agrégateur. Et donc, dès le lundi, la plateforme était opérationnelle. Il a fallu y apporter quelques ajustements. Parce que quand on rentre dans quelque chose en taille réelle, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on a une application qui n'a pas encore été déployée, je veux dire, sur ce type d'événement. Et très vite, on a été en contact avec nos amis courtiers en réassurance, les réassureurs, qui nous ont branchés avec des pays sur des retours d'expérience. Donc voilà, je crois qu'on a été très réactifs. Alors parfois, on a l'impression qu'on nous reproche pour nous dire « Ah, mais ça ne va vous coûter que 450 millions de dirhams ». Bah, écoutez, ça va ne coûter que 450 millions de dirhams parce que grâce à Dieu, les zones où les populations sont assurées n'ont pas été touchées. Et ça aurait pu être dramatique, mais si ça avait été dramatique, sur un événement pareil, le secteur de l'assurance serait allé jusqu'à 3 milliards de dirhams d'indemnisation. Abdallah, votre expérience par rapport à ça, justement, parce que encore une fois, Bien une magnitude qui était assez exceptionnelle. Comment vous avez vécu Bon, comme ça a été dit par mon ami Badou, c'est
Une fois qu'on a terminé à préparer tout le dispositif relatif à la couverture, avec une plateforme pour le recensement des victimes, des registres, tout cela, qu'on a eu l'événement. Bon, sincèrement, lors de la préparation, lors même de la mise en œuvre de la loi, on s'attendait à un événement un peu limité. Comme les exemples, disons, le séisme de Hoceima, ça a touché une seule zone, etc. Ou bien des inondations qui ont touché le Gharb, ou là, qui ont touché Casablanca. C'est malheureusement, le premier exercice, c'était un exercice qui dépassait les attentes. Donc c'était exceptionnel, de par l'étendue, son étendue, sur 5 provinces et une préfecture. Deuxièmement, de par son orographie, l'orographie de la zone touchée, c'est une zone difficile d'accès, etc. Et troisièmement, par la magnitude du séisme. C'était 7 degrés, 7 degrés vraiment pour des zones concernées, c'est vraiment très très élevé. Alhamdoulilah, le nombre de dégâts n'était pas vraiment très élevé. Comme ça a été dit par M. Badou, si l'épicentre était beaucoup plus proche de la ville de Marrakech, peut-être qu'on aurait avoir une autre situation. Mais c'est-à-dire que les montagnes, ils ont joué un rôle de réducteur, si on peut dire, de la magnitude, et par conséquent, le nombre de dégâts et de victimes n'était pas très important. Alors, il faut ici noter que on a eu l'événement le 8 septembre soir, 11h11 du soir. Donc, le 9, il y avait une réunion présidée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. La première réunion, elle a concerné tout ce qui est mesures d'urgence, la création d'une commission interministérielle pour le suivi et la création d'un fonds pour commencer à collecter les crédits nécessaires pour faire face. La première, le 9, la deuxième, présidée aussi par Sa Majesté le Roi, le 14, et là, c'était directement le 14, on a commencé à travailler sur tout ce qui est relogement et tout ce qui est aide financière. Et la dernière, le 20, la troisième, le 20, et là, c'était pour un plan de développement de toute la zone. Un plan de développement, c'est-à-dire que si les enseignements ont été tirés d'une façon très rapide pour faire face, mais aussi pour se préparer et développer la zone pour le futur. Donc tout cela, il y avait aussi un accompagnement c'est-à-dire des interventions, il faut les noter, avec vraiment beaucoup d'abnégation de la part des forces de l'ordre, de la protection civile, de tous les pouvoirs publics, des autorités locales, etc., des associations. Tout le monde a commencé à travailler et gérer les secours, les hôpitaux qui ont été installés à proximité pour tout ce qui est denrées alimentaires, alimentation. Donc tout cela a été géré vraiment d'une façon rapide, premièrement, mais très organisée et n'a pas été, disons, géré d'une façon anarchique. C'est un enseignement. Alors, ce qu'il faut noter aussi, que vu l'importance de l'événement et le nombre de dégâts, les zones, etc., s'il n'y avait pas cette intervention royale, peut-être que le système tout seul de couverture ne pouvait jamais confronter cette ampleur-là. D'ailleurs, le Fonds de solidarité, le FSEC, ne pouvait pas tout seul reconstruire et toutes les maisons touchées, etc. Donc, il y avait ce fonds spécial qui est aujourd'hui, qui est chargé de la reconstruction d'une façon générale, mais aussi le développement de toute la zone. Merci, Sénassef. Alors,
Nicolas, je vais vous poser une question alors à la lumière de ce qu'on a écouté et puis de manière un peu plus générale sur l'ensemble des tremblements de terre, et on parlera de celui de Turquie notamment dans quelques instants. Qu'est-ce que ça nous apprend finalement sur notre comportement face à ce risque de séisme? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce que c'est pas nouveau les tremblements de terre? On a vécu à travers le monde. Qu'est-ce que ça nous apprend sur nous finalement et sur le secteur des assurances? En fait, c'est un péril qui est très illustratif de notre rapport au risque, parce que c'est un sinistre vraiment explosif dans le sens... Si vous pouvez juste mettre votre micro. Ah, okay. Merci beaucoup. Donc c'est dans le sens où la fréquence est très faible. Donc en fait, sur l'échelle de plusieurs générations, on peut oublier l'exposition au sinistre, mais par contre, lorsqu'ils surviennent, ça peut être vraiment dévastateur. Donc c'est vraiment très très binaire, et ce qui fait que c'est très humain, en fait, il n'y a aucune condescendance par rapport à ça, mais on oublie. Donc, ça nous endort. Voilà. Et ça peut durer, encore une fois, plusieurs générations. Et on finit par se dire que ça n'existe plus, et on peut reconstruire à des endroits où on ne devrait pas le faire, et surtout on ne se protège pas parce qu'on n'est pas conscient du risque. Alors ça... Moi j'ai 47 ans, mon traumatisme c'était celui de Mexico. C'est celui qui est resté gravé dans ma mémoire. C'est vrai, quoi. Depuis... C'est déjà bien d'en avoir un dans la mémoire. Mais on peut penser à des risques qui sont encore moins fréquents, comme les pandémies. Donc, on voit bien à travers ça, à travers ce péril, que les décisions, le niveau individuel de prise de décision pour se protéger n'est pas le bon niveau. Donc, on doit avoir un niveau supra-individuel, donc impliquer les autorités à travers des systèmes privés-publics, comme on l'a vu au Maroc, comme on l'a aussi en Turquie et comme on l'a aussi à Taïwan, qui est un autre sinistre extrêmement récent et qui est survenu après la préparation pour ce panel. Donc il faut se rappeler que le premier contrat d'assurance a été créé à Gênes au XIIIe siècle. Donc communément, on rattache à ce document l'origine de l'assurance. Et entre le XIIIe siècle et le XXIe siècle, il y a 8 siècles, et en 8 siècles, donc Gênes est en Italie, et en 8 siècles, la pénétration de l'assurance pour le tremblement de terre en Italie est toujours entre 1 et 2%. Donc j'écoutais ce matin le président de la fédération qui parlait de 4% pour le Maroc et qui semblait trouver que c'était faible. En fait, en Italie, qui est un pays européen avec une longue tradition d'assurance, où peut-être Bachir rattachait cette culture de l'assurance, en fait, qu'il ne voyait pas au Maroc à des pays comme celui-ci, et bien même dans ce pays-là, on ne s'assure pas. Donc ça rappelle que peut-être que le modèle de développement du transfert de risque, tout simplement, à travers des décisions individuelles, qui est un modèle de développement à l'occidental, n'est pas forcément le seul modèle et peut-être pas le plus adapté pour des pays qui sont au début de leur aventure dans ce développement-là. Alors, je parlais du tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie. Si on devait comparer les deux tremblements de terre d'un point de vue réassurance, quelles sont les principales différences entre le tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie et celui dans la région de House? On peut même rajouter le tremblement de terre de Taïwan également, le plus récent. Très récent. Alors, les réactions du marché de la réassurance ont été très différentes. En fait, on peut commencer par la Turquie, où là, le marché a été totalement désorganisé par le sinistre. Pourquoi? Parce que le sinistre qui est survenu n'était pas dans les modèles. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque on parle de risque, on parle de tarification des risques ou de couverture des risques, en fait, on se base sur des modèles mathématiques qui représentent à la fois l'intensité et la fréquence des sinistres. Donc, le système marche bien, donc la tarification des couvertures est adéquate et la taille des couvertures est adéquate, pour autant que les modèles qui servent à faire ces deux choses représentent bien la réalité. Et en fait, on peut vraiment départager les derniers sinistres sur ce critère-là. Donc en Turquie, le sinistre qui est survenu, en fait, qui n'est pas vraiment un sinistre, c'est une succession de très gros tremblements de terre pendant 3 semaines. Donc c'est quelque chose de terrible. Donc ça n'était pas dans les modèles.
Donc en fait, ça veut dire que du jour au lendemain, la vision du besoin de couverture a complètement changé et on est passé à un besoin de couverture pour l'ensemble du pays de 3 milliards de dollars à 4,5 milliards. Donc il a fallu trouver 1,5 milliard dans les capitaux des réassureurs, donc y compris Munich Re. Donc bon, il faut se rappeler quand même que le marché de la réassurance, c'est 729 milliards de dollars qui sont à disposition. Donc là, bon, il en fallait 1,5 de plus. Mais ça représente en fait des cas individuels très variés. Il y a des assureurs qui ont dû augmenter leur protection de 300%. Donc vous imaginez la manière dont ils se présentent au marché et le travail modestement pour leurs courtiers de réassurance. Donc un marché complètement désorganisé en Turquie. En termes de capacité, donc il fallait acheter 50% de plus et dans le même temps, les prix ont augmenté de 100%. Donc on est passé à des prix qui étaient, et je pense que Andreas ne démentira pas, des prix qui étaient assez faibles en Turquie. Donc avec, pour ceux qui suivent ça et que ça intéresse, des rates online de l'ordre de 3,5% en moyenne et un rate online minimal de 2%, ce qui ça est assez classique. On est passé à des rates online de 7%. Voilà, donc des prix qui, de l'avis du courtier de réassurance, sont des prix normaux pour des couvertures 4. Voilà. Donc voilà, donc un marché profondément désorganisé en Turquie, alors qu'au Maroc, le sinistre qui est survenu, même si, et vous nous le rappeliez, Abdallah, il est survenu dans une zone où on ne s'attend pas à voir fréquemment des sinistres. Pour autant, les modèles avaient des sinistres à cet endroit-là, avec des fréquences faibles, mais du coup, ça n'a pas changé la vision du risque. Et je me souviens, il faut se rappeler que le sinistre est survenu juste avant Monte-Carlo. Et donc, à Monte-Carlo, il y a un grand rendez-vous de réassureurs. Donc, vraiment, le lendemain, on était à Monte-Carlo avec les équipes de Munich Re et qui nous rassuraient qu'en fait, le sinistre était dans les modèles, donc il n'y avait pas de modification de la vision du risque, et donc pas ce qu'on a connu en Turquie. Donc en fait, c'était un renouvellement normal, en fait, puisque le sinistre était déjà compris dans les prix. Donc on a constaté une évolution des prix en risque ajusté de l'ordre de plus de 10%, ce qui est ce qu'on a constaté dans le monde entier, donc en fait un suivi de la tendance assez normal. Donc ça, c'est pour le régime assurantiel. Donc il y a le régime non assurantiel au Maroc, et vous le rappeliez, qui est une spécificité, une grande fierté. Donc sur le côté paramétrique du fonds de solidarité, là les prix ont subi une augmentation beaucoup plus sévère, mais je dirais encore une fois assez modestement que c'est qu'on venait d'assez loin, et donc les conditions qui étaient faites par le marché pour le SEC étaient très faibles. Donc là on a eu un réajustement qui a conduit à une augmentation très difficile à vivre, mais pour autant qui est probablement au sens mathématique un retour des choses à la normale. Alors, si vous me permettez de continuer avec Taïwan. Donc, à Taïwan, et je voulais en parler parce que c'est en fait, ça décrit bien comment on peut améliorer les choses, aller dans le sens de tout ce qu'on dit depuis ce matin, puisque Taïwan a subi un tremblement de terre terrible en 99. Donc, c'est vraiment la mer des sinistres pour eux. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas protégés, qu'en fait, le taux de pénétration était extrêmement faible, qu'en fait, les constructions n'étaient pas adaptées et que le code de construction n'était pas adapté, mais que même les constructions ne suivaient pas le code. Donc ça a donné lieu à des grands scandales contre les constructeurs, puisqu'on a retrouvé dans des fondations des bidons d'huile et des déchets qui avaient été mis pour faire de l'espace et donc économiser du ciment. Donc beaucoup de régulations, beaucoup de procès aussi, et puis la mise en place, comme au Maroc, d'un système privé-public, donc le TREIF, qui assure, comme au Maroc, une couverture minimale mais suffisamment protectrice. Et puis, la mise en place également d'un système d'alerte, et ça c'est assez intéressant, qui permet de prévenir les populations quelques secondes avant la survenue d'un tremblement de terre, et ces secondes-là sont extrêmement précieuses. Alors, donc, un tremblement de terre qui a été très important en termes physiques. Bon, on a eu la chance qu'il survienne sur la côte est, donc c'est la côte qui n'héberge pas toute l'industrie des semi-conducteurs, qui est plutôt à l'ouest du côté de Taipei.
Donc on a eu très peu de destruction, donc il ne faut pas trop se fier aux images que l'on voit, parce qu'en fait tous les journalistes sont autour de l'immeuble qui a vacillé, comme à Marrakech. Voilà, comme à Marrakech en septembre dernier, tout le monde photographiait la petite mosquée qui avait souffert, alors que, on le sait, Marrakech était assez peu touchée. Voilà, donc en ce qui concerne la réassurance, il n'y aura pas de conséquences dues à ce sinistre, alors même que c'est un grand sinistre. Il n'y a eu que 9 morts, alors que le grand sinistre de 99, qui avait la même force, avait tué 3000 personnes. Ce qui fait que ça exprime bien la résilience de la population taïwanaise en 25 ans. Voilà, donc, et de l'adaptation. Voilà. Andreas, I will ask you the question in English. Thank you very much. All right. So it might be a very simplest question, but we're going to talk about the uncertainty of an earthquake event and the way we assess that kind of event. So what are the main sources of uncertainty? Because we know that insurance is trying to make certain uncertainty. So, and how do we prepare to manage this uncertainty? Thank you, Faisal. Bonsoir, Casablanca, and my compliments go to the translators. Great job, gentlemen, because I heard you saying, Nicolas, that reinsurers are difficult, or were difficult in the market. Vous pouvez applaudir les traducteurs, c'est vrai que... Hein, surtout quand Bachir parle vite. Back to the subject. Back to the subject. Yes, Faisal, thank you very much for the question. You see from the dynamic of this panel discussion that the reinsurer is the last in the food chain, no complaints. But this is the normal situation we're in, and that's why, of course, we're playing the role that we're playing. And this is being aware that the buck stops with us and living probably with the biggest amount of uncertainty. By having the least transparency than the gentlemen, ladies and gentlemen in the room, and the gentlemen here on the panel. So what do we do when we as reinsurers allocate money and capital for risk that is uncertain? First of all, luckily, reinsurers, at least the few that are around for quite a while, have a long memory. If we don't have a long memory, we have a good access to data. So we try to look at, first of all, the hazard itself. Maybe next year, Bashir, we talk about floods, because this is also an interesting topic, but let's hope no flood hits Casablanca. Earthquake is the subject. So when we look at the earthquake as a hazard, of course, we try to understand simply from a scientific point of view, what is the situation? What is the performance of the soil? What's the location? What's the seismic exposure? Stuff like this. This helps a lot, of course, to understand, or at least to somehow quantify return periods and to understand the hazard better. This is much easier said than done, because we pay good salaries to specialists, geologists, to try to nothing else than 24/7 apply their mind around such situations or such facts actually in scientific situations. And not only in Morocco, but also in Morocco and also worldwide, of course, since our business model by nature is worldwide. So first of all, very simple, like every good insurer, understand the risk. Secondly, how we try to manage the uncertainty is then look into vulnerability, and actually many of the aspects have been said before. And if Richard Wording is still in the room, my regards again. I think he gave a fantastic keynote, which is actually summarizing what I'm referring to as well. Vulnerability, what is the amount of, or the number of people that is affected based on the scientific know-how that we built? What is the number of businesses and houses and commercial entities? And what is their respective values at the end of the day? Those are the three aspects. When I was saying that the scientific work to understand the hazard is quite complicated, in the first place, it's supposed to be more easy to understand what is the location of people, what is the location of businesses, and what is the respective value. And here our dear clients come into play. And when you were saying that you were excellently prepared, my credit, my personal credit, and also as representative as a reinsurer, goes to Morocco and goes to all the companies that contributed to handle the event. Preparation and risk mitigation is the only thing that helps to fight the uncertainty.
From a governmental point of view, governments have to take or they are actually actively or inactively taking the decision whether to pay after the event, which is usually very costly, or to invest way less funds into risk mitigation. And this is exactly what happened. And the country, and you gentlemen, ladies and gentlemen, you saw the benefit and the credit of your mitigation measures and the preparation. Forgive me, it's probably the right place to say, but I'm quoting Morocco, on the Moroccan insurance industry, as the role model in the area, geographical area where I'm responsible for, Middle East and North Africa, as the role model how to do it right. Again, this is the right place to say, but it's the truth. Examples are currently happening, and Nicola knows similar situations in Oman, and also Egypt is following through. So again, I cannot credit the insurance industry in Morocco and all the entities involved enough for doing what they have been doing, because when the moment of truth came, things worked, luckily. And now to round it up, the question, Faisal, was how to manage uncertainty from a reinsurer who's far, far away. I mean, not too far, but further away than obviously the local market. Having partners in the market who simply do their homework, who understand what are the vulnerabilities, where are the values, where are the people, where are the assets, based on the scientific model, and then act on it by preparing for the event. This gives the confidence to the reinsurer to provide money or capital by means of reinsurance into places where we feel this is the place where risk is understood and where we can manage the uncertainty. And what is the role of reinsurance in the post-event management? I mean, to manage all the aftermath and all the consequences. It may sound a bit academic, but similar to the preparation before the event, also post the event, is to encourage our partners. I'm not necessarily referring to Morocco, but generally speaking, worldwide speaking, to encourage our partners to maybe do three things. First of all, to continue the high level of preparation and risk mitigation. The next event, hopefully, is 100 years away after the event, but nobody knows, it can happen tomorrow again. So to keep the discipline and continue managing the risk, managing the uncertainty, number one. Number two, such drastic events, as sad and tragic as they are, they have an effect in the mentality and the minds of the people because they create a lot of awareness. And while insurance is very boring until you need it, people suddenly can observe at the front door what is the benefit of the financial asset and institution of insurance. So increasing the penetration by attracting people to buy insurance, even more, this is a secondary element. And the academic part that reinsurers usually do, if they're good, is, of course, to stay in touch with the counterparts in the country, insurance industry, see what new information in terms of assessing the hazard are there. Nicolas made a comment to that extent. In the case of Morocco, the specialists are saying there's no change in the model, but this can be different. There can be, or events can lead to a drastic change in the modeling, which then in turn can have a change into risk mitigation. So consulting clients or the market about what is actually the scientific effect, and then translating it into action again, maybe also changing reinsurance structures, consulting clients on that end, this is what we then do. I'm very happy that in Morocco, if you want, this is not necessary. Despite this tragic event, it's still, I mean, compared to other tragic events in proportion, again, thanks to the excellent preparation of the market. How are the losses regarded? Are they regarded as as we say in French, force majeure? You know, force majeure losses, and what are the relevant aspects of that we have to consider around secondary perils after an earthquake event? Again, not necessarily only referring to Morocco. I mean, obviously, earthquakes or floods are an act of nature, act of God. To that end, they are, of course, a force majeure. I think you asked the question, Faisal, to what extent are the losses the consequence of a force majeure? The event as such is, certainly. The losses is something that humans can manage and should manage. And this is what I said before. Again, my credit or my reference to the keynote speaker.
The Netherlands is a fantastic country. If you have the chance, go there, but don't miss to pass by in Germany on your way back to Morocco. But this is a very sophisticated, educated country. When the Netherlands were shipping the oceans, Germans were still living on trees. Maybe I'm exaggerating a bit, but he said the risk, in this case the flood, is not insurable. Oh, sorry, halas, we cannot. This is what he said several times. I mean, one needs to actually digest this. This is a very mature country saying, sorry, we cannot. We cannot insure. So financial instruments don't help. Coming back to your question, still I have this in mind. What are they doing? They're building dams, they're building walls, they're building all sorts of somehow man-made defenses against this force majeure to avoid losses. And this is what they are doing. And their country is, he showed the map, whatever, 1/3, 2/3 below the sea level, which is very easy. From a hazard scientific point of view, this is easy to see. But what they're doing is they're avoiding losses in the first place, risk mitigation. And this is the answer to your question, Faisal. Try your utmost best to protect from harm that nature can bring. Same applies to secondary perils. I think you mentioned it, again, thanks to the translator, tsunamis, landslides, unfortunately also can happen very frequently. Also, this is part of the modeling, by the way, when reinsurers or other entities analyze models, analyze hazards. What is the secondary perils? Very famous, unfortunately, in Japan, where tsunamis are quite frequent. And from what we saw in Fukushima, it can be really disastrous. Again, also taking secondary perils into account and not only the primary peril, thinking actually 2 steps further, and then again also taking the mitigation measures into account to manage secondary perils. This is what can be done to mitigate losses. Merci, Andreas. Thank you so much. Merci à vous. Time's up. J'avais 2 ou 3 questions en plus à vous poser, mais on arrive à la fin de ce panel. Vous pouvez applaudir mes intervenants. Merci en tout cas de nous avoir éclairés.